Le week-end dernier ont eu lieu les Survivor Series. L'un des shows les plus importants de la WWE qui a marqué les fans, notamment avec les débuts légendaires de The Rock ou de Undertaker. Mais depuis 2022, une stipulation provenant de NXT a décidé de s'inviter à la fête, les War Games. Et cette année, pour la deuxième fois, la plus grosse rivalité du show tourne autour de Roman Reigns et de la Bloodline. Mais en 2 ans, les choses ont changé. Car depuis WrestleMania 40, Solo Sikoa a repris les commandes en devenant le nouveau chef tribal et il a décidé de créer sa propre Bloodline en ramenant Tama Tonga, Tanga Loa et Jacob Fatu. De l'autre côté, Roman Reigns a fait son retour au SummerSlam pour reprendre sa place de chef tribal. Mais pour faire face à Solo Sikoa et sa Bloodline, Roman Reigns doit réunir sa Bloodline originale. Après, je fais partie des catchadicts qui pensent que la reconstruction de la Bloodline originale est un peu précipitée, et avec l'obsession de la WWE de vouloir faire un match 5 contre 5 en ajoutant CM Punk et Bronson Reed, les fans ont commencé à se déconnecter de cette rivalité. Mais au moins cette rivalité avait de la construction et War Games était totalement justifié. En parallèle de tout ça, on a un War Games féminin qui semble sortir de nulle part, histoire de dire qu'on doit avoir 2 War Games. C'est simple, vous prenez les rivalités les plus importantes de la division féminine, vous ajoutez les catcheuses qui ont un lien avec celles qui sont en rivalité, vous mélangez tout ça et vous avez un War Games féminin. Et justement, en parlant du War Games féminin, la WWE a décidé d'ouvrir le show avec ce match. Bon, outre la construction du match qui était clairement aux abonnés absents, l'affiche n'est pas si horrible que ça. Et au vu des 10 catcheuses présentes dans le match, on allait avoir droit à de la dinguerie. Pour commencer le match, du côté des faces, ce sera Bayley qui veut prouver sa loyauté envers ses partenaires. Et du côté des heels, ce sera la championne de la WWE, Nia Jax, qui veut montrer le bon exemple en tant que capitaine. Et malheureusement, c'est un début de match très lent qui tourne à l'avantage de la championne de la WWE. Et même si Bayley va profiter de la stipulation en utilisant des éléments de sa tenue pour prendre l'avantage, elle se fera démolir pendant les 5 premières minutes. Mais je vous rappelle les catchadicts que grâce à Bayley, Bianca Belair a battu Nia Jax à Raw pour donner avantage à son équipe. Ce qui veut dire que l'équipe des Babyface seront en avantage numérique jusqu'à ce que les 10 catcheuses soient dans le ring. Donc Bayley sera rapidement rejoint par Naomi et avec un Kendo Sticks, elle s'attaque à Nia Jax. Car oui, je rappelle qu'il n'y a aucune disqualification. Profitant de l'avantage numérique, Bayley et Naomi vont démolir Nia Jax, et alors qu'on pensait que ça allait être Tiffany Stratton qui allait rejoindre le match, Candice LeRae prend les devants et vient à la rescousse de Nia Jax afin de rééquilibrer la balance. Et nous donner une première séquence totalement dingue avec Candice qui porte un moonsault sur des chaises. Mais cela ne va durer qu'un temps car on va retourner en désavantage pour les heels avec l'arrivée de la IST de la WWE, Bianca Belair, qui lors de son arrivée fait rentrer beaucoup d'objets. Ce qui annonce que quelque chose de dingue va arriver. L'avantage va rapidement tourner quand cette fois-ci Miss Money in the Bank Tiffany Stratton va arriver et va dérouler sur tout le monde. Mais l'équipe des Babyface vont profiter du surnombre pour reprendre l'avantage dans le match, notamment avec l'arrivée de Miss War Games, Io Sky. Et Io Sky va montrer qu'elle est digne de ce surnom en allant chercher son arme favorite des War Games, une poubelle. Qui est d'ailleurs aux couleurs de la catcheuse, qui montre que Io Sky c'est pas n'importe qui, c'est celle qui a participé à plus de War Games match que n'importe qui. Et grimpe la cage pour déjà nous faire une dinguerie. Malheureusement elle sera rejointe par Candice LeRae, mais Io Sky va vite se débarrasser d'elle et va commencer à se déchaîner jusqu'à ce que Nia Jax arrive pour la calmer. Et avec seulement 3 catcheuses dans les cages au niveau de la rampe d'entrée, c'est assez logique que ce soit le tour de Raquel Rodriguez de faire son entrée et de nouveau donner l'avantage à son équipe. Mais on sait que tout ça, c'est pour donner une pop incroyable à Rhea Ripley quand elle fera son entrée. Et tellement elle est construite très forte, à elle seule, elle va démolir l'équipe adverse. Mais je suis assez surpris de la voir se faire démolir dès son entrée dans le match. Cela ne va durer qu'un temps car avec cette supériorité numérique qu'ont les Face, l'avantage va vite tourner. Et il est temps d'accueillir la dernière participante du match, Liv Morgan. Et on a le droit à une Liv Morgan terrorisée d'entrer dans le match pour confronter sa rivale qui va littéralement s'enfuir. Mais Liv Morgan, elle va revenir avec cette fameuse batte de baseball qui a fracassé le visage de Rhea Ripley il y a de ça quelques semaines du côté de NXT, pour lancer officiellement ce War Games féminin. Comme on s'y attendait, Liv Morgan va rapidement se faire dominer par Rhea Ripley, mais elle sera sauvée par Nia Jax et son équipe. Et c'est maintenant au tour de la championne World de prendre l'avantage sur sa rivale en la détruisant à coups de batte de baseball. Et après un déchaînement de prise, on a droit au moment le plus dingue du match avec Io Sky et Tiffany Stratton qui sautent du haut de la cage pour une destruction générale. Car avec les 2 championnes au tapis, Tiffany Stratton pense que c'est occasion rêvée et va sortir sa mallette Money in the Bank d'une poubelle. Et personnellement, j'ai adoré voir Tiffany Stratton nous teaser un potentiel cash-in. Car après tout,
pourquoi pas, et ça aurait été totalement dingue. Souvenez-vous, l'année dernière, Damien Priest y a tenté la même chose, mais malheureusement, Randy Orton a fait son retour. Mais le doute va commencer à bouillir dans le cerveau de Miss Money in the Bank, jusqu'à ce que Io Sky décide d'arriver avec un extincteur afin d'éteindre l'incendie. Les dingueries vont continuer après ça, avec notamment des tensions plus que logiques entre Bayley et Io Sky, ou encore cette powerbomb incroyable sur Nia Jax. Et maintenant, il est temps de passer à l'ultime dinguerie qui concerne Rhea Ripley et Liv Morgan. Après avoir été placé sur une table, Rhea Ripley va revenir des enfers et parvenir à porter son Riptide faisant passer la Champion World à travers une table, compte de 3 et victoire de l'équipe des Faces. Bon, en soi, le match est plutôt bon, surtout au vu de la construction chaotique, mais j'ai détesté la fin du match. Car avec le tombé de Rhea Ripley sur Liv Morgan, on sent que la rivalité entre les deux est loin d'être terminée. Alors que je rappelle encore une fois que Io Sky est la challengeuse au titre de Liv Morgan. Donc pourquoi ce n'est pas Io Sky qui a fait le tombé sur Liv Morgan, comme ça on aurait pu lancer de la plus belle des manières cette rivalité entre les deux. Mais en soi, bon match pour commencer la soirée. Et après ce match qui rentre facilement dans le top 3 des Wargames matchs féminins depuis leur arrivée au Survivor Series, il est temps de passer à la suite du show avec un match que je voyais pas arriver si tôt, et Knight contre Shinsuke Nakamura pour le titre des États-Unis. Avec le retour de Nakamura avec une version plus obscure du personnage qu'il avait l'année dernière quand il avait affronté Seth Rollins ou encore Cody Rhodes, je me suis dit que si la WWE doit miser sur Shinsuke Nakamura, c'est maintenant ou jamais, ou sinon vous laissez partir au Japon. De l'autre côté, j'ai adoré LA Knight et son règne de champion qui a clairement redonné des couleurs à la ceinture et à la mid-card du côté SmackDown. Donc je ne voyais pas perdre son titre, en tout cas pas maintenant. Et comme je m'y attendais, on a eu droit à un très bon combat entre LA Knight et Shinsuke Nakamura, une opposition très disputée qui montre que les deux catcheurs sont sur un pied d'égalité, et dans un spot qu'on voit que lors des Survivor Series Wargames, Nakamura va porter un DDT écrasant la tête de LA Knight sur la partie métallique entre les deux rings, pour enchaîner avec son Kinshasa, compte de 3, Shinsuke Nakamura, nouveau champion des États-Unis pour la 3e fois de sa carrière, et pour la première fois à Vancouver, un titre change de main. Perso, je m'attendais absolument pas à ce que la WWE donne la victoire à Shinsuke Nakamura, car depuis des années, Nakamura avait plus ou moins le rôle de mettre d'autres catcheurs en avant, comme avec Cody Rhodes, et le voir battre LA Knight m'a fait quand même plaisir. Maintenant, je suis assez curieux de connaître la suite pour Nakamura et son règne de champion, car concernant LA Knight, j'espère que cette défaite va lui permettre d'être propulsé à la place qu'il mérite main event à SmackDown, et pourquoi pas une rivalité contre Cody Rhodes pour le titre Undisputed. Après un segment que je vais pas parler car je m'en fous totalement, mais ce qui va arriver je m'en fous absolument pas, puisqu'on va enchaîner avec le match triple menace pour le titre intercontinental entre Ludwig Kaiser, Sheamus et Bron Breakker. Et j'ose dire et catch addict, en dehors des deux Wargames, c'est mon match préféré. Même si Ludwig Kaiser est présenté comme le plus faible des trois, car quand il va chercher une chaise, il est rapidement repris par Sheamus et Bron Breakker. Après tout ça, on va assister à une bagarre où les trois catcheurs profitent pleinement de la stipulation de match triple menace pour se battre à l'extérieur, ce qui va conduire à ce moment où Bron Breakker calme ses challengers avec un saut depuis le bord du ring. Et on aura droit également à un spot viral où Sheamus va revenir depuis le public pour s'en prendre à Kaiser. Après tout ça, il est temps de revenir dans le ring avec une confrontation entre Sheamus et le champion. Et je vous l'avais dit lors du Jimbo Gnostic que ce match allait être une bagarre. Car dans le ring, la victoire pour le titre intercontinental passe littéralement en second plan. Et les deux veulent montrer qu'ils sont meilleurs que l'autre. Et je trouve qu'ils font très bien. Maintenant, on arrive au moment fort du match quand Bron Breakker va porter son Brockensteiner sur Sheamus pour enchaîner avec son spear, mais Sheamus va esquiver et profiter de la situation pour dégainer son Brock Kick à la vitesse de l'éclair, et sous l'explosion d'Yasai, Sheamus est sur le point de remporter le seul titre qui manque à son immense palmarès. Malheureusement pour Sheamus, Ludwig Kaiser va revenir de nulle part pour tirer l'arbitre à l'extérieur, et va détruire le Gary Sate en le frappant avec sa propre canne. Le match est tellement disputé que le public de Vancouver va scander This is awesome, et c'est largement mérité. Et après un échange entre Sheamus et Kaiser, Bron Breakker surgit de nulle part et porte un spear sur Ludwig Kaiser, et avec un challenger en moins, Bron Breakker veut en finir une bonne fois pour toutes et se prépare pour détruire son deuxième adversaire. Le spear touche sa cible et Bron Breakker couvre Sheamus pour le compte de 3 et conserve son titre de champion. Perso, je n'ai rien à dire sur ce match. Je trouve que la WWE a fait un bon choix en donnant la victoire à Bron Breakker afin de le construire comme champion dominant à Raw. De plus, avec ce qui s'est passé, je suis sûr qu'on est loin d'en avoir terminé entre Sheamus et Bron Breakker.
Je serais pas vraiment surpris de voir un nouveau match entre les deux, mais j'espère qu'une chose, c'est que s'il y a un nouveau combat entre les deux, Sheamus remporte le combat et remporte le seul titre qui lui manque. Place à la suite et avec 2 matchs restants dont le Wargames masculin, on se dirige donc vers le match entre Damien Priest et Gunther pour le titre World Heavyweight. Et autant dire que j'attendais ce match avec impatience. Car depuis sa défaite contre Cody Rhodes, Gunther, ce n'est plus le même. Le doute a fait son apparition et a pris le contrôle du ring général. Et Damien Priest en a profité pour prendre l'avantage en s'appuyant justement sur les doutes du champion dès le début. Ce qui va pousser Gunther à aller à l'extérieur. Et franchement, on n'a jamais vu Gunther comme ça. Seulement Damien Priest va se baisser à l'épaule et Gunther ne va pas hésiter une seule seconde pour attaquer au point faible de son challenger et reprendre l'avantage. Malgré la douleur, Damien Priest va tout tenter pour remporter le match, mais à chaque fois, le ring général s'en sort. Et on a alors droit à des échanges incroyables entre Gunther et Damien Priest. Jusqu'à ce que Damien Priest se soit envoyé à l'extérieur et que Finn Balor arrive de nulle part et attaque avec un coup de grâce. Comme à SummerSlam, Finn Balor veut coûter le match à Damien Priest. Cependant, cette intervention ne va pas du tout faire plaisir à Gunther et ce dernier va le faire comprendre en attaquant Finn Balor. Mais Gunther reste opportuniste et va profiter de l'attaque de Finn Balor pour endormir Damien Priest et conserver son titre de champion du monde poids lourd. Je suis d'accord que cette fin gâche le match, mais d'un côté c'est logique. Car si je me rappelle bien, Finn Balor avait promis de s'en prendre à Damien Priest au moment où ce dernier s'y attendra le moins. Et alors que son attention était sur Gunther, Damien Priest a totalement oublié Finn Balor. Normal, il y a battu à Bad Blood. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces trois-là? Car avec cette intervention, la rivalité entre Finn Balor et Damien Priest va refaire surface et j'espère que cette fois-ci, Finn Balor va gagner pour revenir dans le main event, où on peut intégrer Gunther pour avoir un match triple menace. Dites-moi ce que vous en pensez et on passe à la suite. Et la suite, c'est le main event, le match Bloodline de Roman Reigns contre Bloodline de Solo Sikoa. Parlons des entrées et catch edit car il y a beaucoup de choses à dire. On va accueillir la Bloodline de Solo Sikoa qui arrivent tous ensemble et ce sera Tama Tonga qui va ouvrir les hostilités pour la nouvelle Bloodline. De l'autre côté, on va avoir des entrées séparées avec en premier Sami Zayn qui n'a pas une pop incroyable. Sami Zayn est chez lui et le public s'en fiche. Aïe, c'est dur. Jimmy Uso débarque à son tour et quand CM Punk va arriver, il ne pourra pas s'empêcher de narguer la Bloodline 2.0. Et à la grande surprise des fans, ce ne sera pas Roman Reigns qui va faire son entrée en dernier, alors que c'est OTC quoi. Car le dernier à faire son entrée n'est nul autre que Jey Uso, qui va faire son entrée dans le public. Et si vous avez bien suivi les catch edit, le Wargames va démarrer avec Jey Uso contre Tama Tonga. À la différence du Wargames féminin, c'est la Bloodline de Solo qui a l'avantage du nombre. Et quand les 5 minutes sont passées, tout le monde s'attendait à voir Tama Tonga passer à l'action, mais Solo Sikoa a une stratégie en tête et décide d'envoyer Bronson Reed. Sa stratégie va payer parce que Bronson Reed et Tama Tonga vont prendre l'avantage sur Jey Uso. L'ancien champion intercontinental va avoir une lueur d'espoir quand son frère va arriver à sa rescousse. Très vite, ses frères Uso vont reprendre l'avantage sur Bronson Reed et Tama Tonga en montrant pourquoi ils sont la meilleure équipe de l'histoire de la WWE. Mais cela ne va durer que 3 minutes avant que le prochain membre de la nouvelle Bloodline arrive, et alors qu'on pensait que Tanga Loa allait enfin combattre, Solo Sikoa va prendre tout le monde par surprise en envoyant sa carte maîtresse, le destructeur Jacob Fatu. Très vite, Jacob Fatu va déployer sa force et sans aucune difficulté, il va dominer Uso comme si c'était que de simples jobbers. Alors que je vous rappelle que c'est la plus grande équipe de tous les temps, ce n'est pas rien. Et donc grâce à Jacob Fatu, la Bloodline 2.0 reprend l'avantage. Maintenant il faut qu'on parle d'une dinguerie. Alors qu'il est temps d'accueillir un nouveau rentrant dans l'équipe de la OG Bloodline qui semble être CM Punk, c'est simple, Roman Reigns n'a absolument pas confiance en CM Punk et décide donc d'envoyer Sami Zayn à la place. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil au Wargames de 2022. Rappelez-vous, Roman Reigns avait fait la même chose, mais à l'époque c'était pour forcer Sami Zayn et Jey Uso à travailler ensemble. Tandis que là, Roman Reigns n'hésite pas à faire confiance à Sami Zayn plutôt que CM Punk. Et cette action ne sera pas sans conséquence car on sent que CM Punk est sur le point d'exploser et pourrait s'en prendre à Roman Reigns. Mais pas tout de suite, on laisse le suspense monter entre les deux. Sami Zayn va commencer à s'attaquer à Tama Tonga et Bronson Reed, mais quand ça va être au tour de Jacob Fatu, ce ne sera pas pareil. Il y aura besoin de l'aide de Jimmy Uso pour faire piller le bras armé de la Bloodline 2.0 et on aura droit à un moment cool entre les deux. Très vite, avec l'aide de Bronson Reed, Jacob Fatu va permettre à Bloodline de Solo Sikoa de reprendre l'avantage
et arrivée de Tanga Loa ne va pas arranger la situation pour la OG Bloodline. Mais l'heure est venue d'accueillir un nouveau membre pour la Bloodline originale. Au début, Roman Reigns semblait être celui qui allait rejoindre Sami Zayn et Uso car il n'a aucune confiance en CM Punk. Mais de nulle part, CM Punk se fiche de Roman Reigns et du plan prévu car on sait tous, CM Punk et les plans, c'est pas son truc. Et décide d'en faire qu'à sa tête et laisse ce OTC sur le poteau en prenant sa place. Ouhou, l'explosion est très proche. CM Punk qui n'a peur de rien fait face à Bloodline armé d'une caisse à outils qui entre les mains de CM Punk est une arme très dangereuse. Mais cela ne va pas arrêter Jacob Fatu qui va même pas être KO après un running bulldog sur la caisse à outils et va littéralement détruire le best in the world pour nous offrir une bataille en plein centre du ring. Mais cela ne va être que de courte durée car il est temps d'accueillir le Tribal Chief Solo Sikoa afin de redonner l'avantage à sa Bloodline. Et là, Solo Sikoa va être très malin car il sait que Roman Reigns va bientôt arriver et va donc décider de lui mettre des bâtons dans les roues. En faisant en sorte que dès l'arrivée du OTC, ce dernier ne peut rien faire pour aider ses amis en fermant la porte avec une chaîne. Mais c'est mal reconnaître Roman Reigns qui a trouvé un plan B. Ah oui, il a vu les matchs précédents, il a vu Yoskai rentrer dans le match autre que par la porte. Et Roman Reigns décide alors de la jouer Spider-Man en grimpant sur la cage. Bien que les Tanga et Bronson Reed interviennent, Roman Reigns s'en fiche et réussit même à porter un crossbody faisant coucher à Bloodline 2.0 et c'est désormais officiel et catch addict où le Wargames masculin commence. Roman Reigns relève un par un les membres de la Bloodline sauf CM Punk qui, je vous rappelle, le OTC ne fait pas confiance. Et alors qu'on allait peut-être assister à une explosion, le Wiseman Polyman arrive à la rescousse et parvient à calmer les tensions entre CM Punk et Roman Reigns pour qu'on ait l'ultime confrontation entre la OG Bloodline et la New Bloodline. Et parlons de cette confrontation incroyable car très vite le match va se transformer en un match tag avec CM Punk et Roman Reigns contre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Alors que CM Punk prépare à offrir un séjour au pays des rêves pour Jacob Fatu, Roman Reigns le découpe en deux avec un spear qui était à destination de Solo Sikoa. Ça va exploser, Kachadit, ce n'est qu'une question de temps. Cette confusion va être profitable à Solo Sikoa qui va reprendre l'avantage avec un Samoan Spike sur le OTC. Même si les autres membres de la OG Bloodline arrivent pour sauver CM Punk, ils sont rapidement mis KO et la Bloodline de Solo a le contrôle total du match. Et passons à ce moment de dingue. Roman Reigns va tenter de revenir dans le match en portant son spear sur le Tribal Chief, mais Bronson Reed va rapidement le renvoyer faire un petit dodo. Mais Bronson Reed ne va pas s'arrêter là et va passer Roman Reigns sur la table pour préparer un énorme tsunami SPH. Bronson Reed va se lancer pour le tsunami SPH le plus destructeur de l'histoire, mais de nulle part, CM Punk arrive pour sauver Roman Reigns de la destruction. Cette intervention va calmer les tensions et cette fois-ci, Roman Reigns va aider CM Punk à se relever, marquant la paix entre les deux. C'est un second souffle pour la OG Bloodline qui va reprendre l'avantage avec les Usos qui vont détruire Jacob Fatu avec un 1D et un énorme Uso Splash de Jimmy Uso faisant passer Jacob Fatu à travers une table. En parallèle de tout ça, Jay va se débarrasser de Tanga Loa avec un spear, tandis que Sami Zayn va s'occuper de Tama Tonga avec un Blue Thunder Bomb. Maintenant, c'est échec et mat pour Solo Sikoa. Seul contre 5 adversaires, Solo Sikoa n'a clairement aucune issue et va subir une destruction totale de la part de la Bloodline originale. Super kick de Jay, super kick de Jimmy, double super kick des Usos. Avec accord de son OTC, Sami Zayn frappe Solo Sikoa avec son Halaba kick. Et CM Punk va offrir un voyage au pays des rêves avec son GTS qui va offrir le Tribal Chief en pâture au Tribal Chief original qui va conclure le match avec un spear pour un compte de 3 sur Solo Sikoa et donner la victoire à son équipe. Malgré les tensions entre CM Punk et Roman Reigns, chacun a tenu leur promesse. Et le show se termine avec cette image incroyable de Roman Reigns et CM Punk qui se serrent la main, marquant un respect total entre les deux. Alors pour ceux qui s'attendaient à un retour de The Rock, oubliez, il n'est pas là. Mais d'un côté, c'est logique, car maintenant, on est sûr qu'on va avoir ce match 1 contre 1 entre Solo Sikoa et Roman Reigns pour savoir qui est le Tribal Chief. Et je pense que ce sera à ce moment-là que The Rock fera son retour pour lancer sa rivalité contre Roman Reigns pour WrestleMania 41. De plus, comme CM Punk a tenu sa promesse envers Polyman, ce dernier est en droit de lui donner une faveur. Donc est-ce que cette faveur va servir de moteur pour alimenter une future rivalité entre Roman Reigns et CM Punk? Bah, faudra attendre pour avoir la réponse à la question. Et c'est cette image avec les 5 vainqueurs qui posent au niveau de la rampe d'entrée qui conclut en beauté un très bon show qui conclut une année 2024 de dingue à la WWE. Je vous invite bien évidemment à donner votre avis dans les commentaires parce que vous savez très bien, le catch c'est pas du tout objectif. Il est tout à fait possible que vous soyez pas du tout d'accord avec moi et que vous pensez que ce show n'est pas vraiment aussi bon qu'il n'y paraît. Voilà, c'est votre choix
et je le respecte. Par contre, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à faire ce que vous êtes censé faire les catch addict, à savoir cliquer sur le bouton abonner si ce n'est pas fait et à lâcher votre plus gros pouce bleu qui font énormément plaisir à la chaîne. Encore une fois, je suis désolé de la sortie tardive de cette vidéo parce que c'est vrai ces derniers temps, j'avais pas vraiment beaucoup de temps. Je m'excuse également de pas avoir été présent sur Twitch pour les live réaction des Survivor Series Wargames, car comme j'ai dit lors de mon diagnostic, samedi je travaillais et en plus par-dessus marché j'étais d'inventaire. Et bah spoiler alert, j'ai fini plus que tard. Tellement tard que le main event était sur le point de commencer. Donc autant dire que j'étais assez crevé. Et de plus, le dimanche j'étais pas là, j'étais en repas de famille. Donc autant d'écrire et monter la vidéo, bah malheureusement la vidéo n'est disponible que maintenant. Bon, j'espère que vous comprenez, mais rassurez-vous, c'est la seule et unique fois. Voilà, maintenant concernant la prochaine vidéo sur la chaîne. Car c'est vrai que de base, j'avais prévu une vidéo concernant les Survivor Series. Mais avec ce qui pourrait arriver du côté de WoW, parce que oui, au moment où je tourne cette vidéo, le dernier épisode de WoW n'est pas arrivé, et avec ce qui se passe autour du New Day et surtout la fête qui honore les 10 ans du clan, bah on peut imaginer tout et n'importe quoi. Donc peu importe le scénario, j'avais prévu de faire une vidéo qui retrace les 10 ans de carrière du New Day. Parce que quand même, 10 ans d'un clan, c'est quand même beaucoup. Mais voilà, d'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.